Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette dernière conférence du cycle qui a été mis en place par l'Institut Alzheimer de l'Association France Alzheimer et maladies apparentées qui existe depuis 1991 et qui aujourd'hui va nous permettre au terme de 8 conférences de réfléchir ensemble sur une problématique plutôt éthique à l'issue de cette phase de confinement qui nous a entraînés dans beaucoup de souffrances, mais aussi de très belles choses. Alors, je vous dis rapidement comment ça va se passer. Je vais essayer de partager avec vous un écrit pendant une vingtaine de minutes. Et puis, nous vous invitons à poser vos questions par écrit. On y répondra peut-être à la fin. Donc, pendant une vingtaine de minutes, je vais vous rencontrer par la parole et puis nous essaierons d'échanger à la fin. Alors, je me présente tout d'abord. Je suis Geneviève Demour. Je suis médecin à la retraite, puisque j'ai 65 ans. J'ai été psychogériatre pendant presque 40 ans en Dordogne. Et puis, je suis maintenant, depuis 2 ans, présidente de France Alzheimer pour la Dordogne et puis référente au niveau de l'harmonisation du réseau pour toutes les associations de la Nouvelle-Aquitaine. Et puis, par ailleurs, je suis bien sûr mère et grand-mère, épouse, mère et grand-mère, mais aussi la fille d'une vieille dame qui est décédée en EHPAD d'une maladie neuroévolutive, comme sa maman d'ailleurs et comme sa grand-mère. Donc voilà, on est un petit peu au carrefour du côté professionnel, du côté engagement associatif et puis du côté familial. Voilà, je vous en dis pas plus. Je suis aussi participant au comité scientifique de l'espace éthique d'Île-de-France. Et puis, je réfléchis aussi au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, au niveau de l'éthique. Et j'ai fait bien sûr beaucoup de formations au cours de ma carrière, si on peut appeler ça une carrière d'ailleurs, c'est plutôt des rencontres. Donc, on va y aller. Comment la crise sanitaire nous interroge dans nos pratiques et dans nos relations avec la personne atteinte de maladie d'Alzheimer ou apparentée. C'est le titre que j'avais choisi pour essayer de clore encore une fois ce séminaire en ligne. À l'heure où nous nous rencontrons aujourd'hui, l'épidémie semble marquer le pas et peut-être déjà pouvons-nous prendre un moment pour commencer à nous interroger sur ce qu'elle a pu changer dans nos pratiques, bien sûr, mais aussi dans notre regard sur l'autre, différent et malade en ce qui nous concerne aujourd'hui. Ce questionnement est un questionnement aujourd'hui, bien sûr, mais un questionnement pour l'avenir. Et si je dis commencer, c'est parce que cette histoire n'est pas terminée. Sans doute, il y aura d'autres épidémies et si nous voyons que la situation s'améliore et heureusement, chacun de nous n'a pas été touché de la même façon selon son lieu d'exercice, selon sa région. C'est les rouge ouverte, bien sûr, avec un petit clin d'œil, selon sa fonction, selon sa formation, son lieu d'exercice, mais aussi selon son histoire personnelle. Confronté à notre incertitude et à l'angoisse face à une situation inédite et à l'urgence sanitaire dans des institutions déjà en souffrance, il faut bien le dire, que ce soit en EHPAD, mais aussi les institutions à domicile, au risque de détresse et d'abandon, nous avons eu à faire des choix et à répondre à des injonctions paradoxales, non seulement pour les malades d'Alzheimer, mais aussi pour nous-mêmes. Le confinement était-il nécessaire? Et si oui, les risques psychiques liés à l'isolement, à la contention, à la privation de liberté, non seulement de liberté, mais aussi de liens sociaux, ne sont-ils pas supérieurs à ceux qui auraient été induits par une maladie virale? Et on a vu les idées et les opinions s'affronter depuis le début de cette pandémie. Le confinement était-il donc nécessaire? Pour qui? Jusqu'à quand? Et à quel prix? Et qu'en était-il du sentiment d'isolement qui perdure encore et de vide relationnel au cœur de cette famille avec l'interdiction, même si pour l'instant les choses commencent à aller mieux, des visites en institution?
Va-t-il y avoir le même retentissement pour tout le monde, que l'on ait 15 ans, 40 ans, 70 ans ou 95 ans? Et face à ce choix contraint que nous pouvons et que nous devons accepter pour nous, qui ne souffrons pas a priori de troubles de la mémoire, ni du discernement, ni a priori non plus de désorientation, comment pouvons-nous imaginer qu'il est perçu, accepté et compris par les malades d'Alzheimer à travers nos pratiques, à travers nos discours, à travers nos comportements qui ont peut-être changé? Se posent alors trois questions. Et je m'appuierai sur les écrits non seulement de Emmanuel Hirsch et Fabrice Gzil de l'Espace éthique Île-de-France, mais sur les écrits aussi de Roger Gilles, qui est directeur de l'Espace éthique de la Nouvelle-Aquitaine, de Michel Malherbe, qui accompagne sa femme et qui a écrit un magnifique livre à ce sujet, de David Le Breton et de bien d'autres. Donc, ces trois questions. La première, si l'on affirme que toute personne vivant avec une maladie d'Alzheimer ou une maladie d'apparenté, et quel que soit le niveau de ses atteintes, doit être reconnue dans ses expressions, dans ses émotions, dans sa compétence et dans son savoir expérientiel. Alors, comment recueillir son consentement à des mesures de privation de liberté, d'isolement en chambre ou à domicile d'isolement également, voire de contention physique ou chimique, sans parler bien sûr du port du masque ou des distanciations physiques qui nous sont imposées, nous les professionnels, et que l'on impose de fait aux personnes malades. Et comment évaluer les conséquences délétères qu'il nous donnerait à voir au-delà de ces mots, nous y reviendrons. La deuxième question, si l'on affirme que ces personnes doivent être associées aux décisions qui les concernent et dans la situation qui nous préoccupe aujourd'hui, on sait bien que ces décisions qui ont été bien entendu éclairées par le CCNE, à quel moment les personnes qui le peuvent ont-elles été et sont encore interrogées ou même informées des mesures, non pas des mesures générales, mais des mesures qui vont impacter directement leur quotidien, en période de pandémie bien sûr, mais aussi en dehors de cette période, avant, après. Comment expliquer encore et s'assurer de l'adhésion de la personne malade? Et troisième question, si l'on affirme encore, enfin, que ces personnes, pour la grande majorité d'entre elles, ont déjà eu un long parcours de vie et que la prise de risque, cette prise de risque qu'elles prennent aujourd'hui, mais qu'elles ont déjà en d'autres moments beaucoup plus troublés, beaucoup plus dangereux, je pense aux périodes de la guerre, qu'elles ont pris, réagit en écho avec ces prises de risque qu'on pourrait leur faire prendre aujourd'hui. Et encore une fois, ces prises de risque-là ne devraient-elles pas être éclairées à la lumière du regard sur la fin de vie, sur la fragilité, sur la mort, sur l'urgence à vivre chaque jour, chaque semaine, chaque mois? N'est-ce pas les considérer alors comme des citoyens à part entière que de leur permettre ce choix? Pour autant, et c'est là la difficulté, qu'elles ne le font pas prendre aux autres. Vous verrez tout au long de mon exposé, je n'ai évidemment pas de réponse toute faite. Je compte beaucoup sur vous, mais la réflexion éthique se nourrit de réflexions, de questions que l'on pose, de réponses que l'on partage, avec un souci de bienveillance, de respect de la vie contraire, sans polémique, sans jugement et surtout sans difficulté pour l'un ou l'autre d'entre nous. Chaque personne a la capacité de pouvoir s'exprimer, de pouvoir réfléchir, encore une fois en fonction de son histoire personnelle, comme de l'histoire personnelle des personnes malades qui nous sont confiées. Comment alors cette crise sanitaire sans précédent nous interroge-t-elle dans nos pratiques et dans la prise en soin des personnes vivant avec une maladie d'Alzheimer? Refaisons un petit retour sur la maladie d'Alzheimer très rapide parce que vous avez déjà suivi beaucoup d'enseignements et de formations et vous savez beaucoup de choses. La maladie d'Alzheimer est peut-être cette zone de repli quand les personnes ne se reconnaissent plus dans une existence qui s'attarde trop. Le désinvestissement de leur univers familier et l'émiettement de leur mémoire mettent à mal le sentiment de la continuité de soi. La perte de sens altère alors le sentiment d'identité et nous savons bien que faute de le dire en mots,
de dire en mots leur souffrance, leur angoisse, leur honte à se tromper, ces personnes peuvent devenir imprévisibles, transgressives et s'exposent quelquefois à des jugements sans valeur, à ce qu'on appelle des prêts d'intention, du verbe prêter. Ils font n'importe quoi, de toute façon ils refusent tout, à des mises à distance, à quoi bon leur expliquer, les informer, de toute façon ils ne comprennent rien, voire à des jugements de valeur. Moi je crois qu'ils le font exprès, c'est des capricieux. Tout ça avec des guillemets, bien entendu. Dans le quotidien de l'accompagnement en psychogériatrie, l'incertitude et l'angoisse des soignants et des proches risquent alors de retentir en écho à la propre souffrance de la personne malade. Et sans doute est-ce important de nous interroger aujourd'hui sur ce que nous transmettons, mais aussi sur ce qui a pu ou ce qui peut nous fragiliser en retour et nous renforcer dans le souci du juste soin. Reconnaître les droits, les valeurs et les choix de la personne malade supposerait, dans le cas des maladies neuroévolutives, que nous fassions le pari du sens à travers ce qui résiste dans l'intelligence émotionnelle et affective, que nous puissions connaître et reconnaître les parcours et les histoires individuelles et familiales, et qu'à défaut de consentement éclairé, nous sachions nous engager avec chacun et chacune sur le chemin de l'assentiment. C'est une notion en éthique qui est importante. Par ailleurs, le sentiment de vulnérabilité au cœur de ces jours est venu nous remplir d'effroi dans une histoire où, à force d'être encouragés pour nous-mêmes, dans la quête infinie de la santé, de la jeunesse, de la maîtrise, nous avons rendu, chacun de nous, extrêmement fragiles. Et si c'est bien cette mystérieuse fragilité que nous avons en commun avec les malades, à la faveur de cette épidémie, nous pourrions alors imaginer de vivre autrement pour faire de cette fragilité une rencontre d'humanité. Cette vulnérabilité à laquelle nous sommes invités à consentir s'appuie sur la nécessité d'intégrer personnellement l'horizon de la mort avant qu'elle n'arrive et de repenser autrement cette fuite en avant à laquelle nous acceptons de nous soumettre au quotidien. Car si cette fuite en avant nous sauve de l'incertain et nous donne l'illusion de maîtriser les situations, elle ne permet pas cette longue et patiente transformation de nous-mêmes sous le regard des autres. Et c'est bien ce que vit la personne malade d'Alzheimer. C'est peut-être de cela qu'il s'agit dans les demandes incessantes des personnes, dans leur quête de l'ailleurs. Il faut que j'y aille. Par où est-ce que je sors? Par où est-ce que je peux y aller? Cette confrontation à l'angoisse de l'enfermement met déjà à mal nos certitudes et notre organisation professionnelle dans les comportements troublés, les errances, les refus, les demandes de mourir. Alors cette question mérite d'être posée. Comment l'expérience de notre propre vulnérabilité à laquelle nous avons été confrontés ces derniers jours et de l'incertitude face à cette épidémie, à ce virus que nous ne connaissions pas, au devenir de l'épidémie, nous permet-elle de rejoindre l'autre fragile, vulnérable, incertain, pour faire chemin ensemble et réfléchir à nos justes attitudes. Ce chemin est le chemin de l'assentiment. Ce chemin de l'assentiment à l'écoute de ce que nous dit l'autre, non pas toujours avec des mots, vous le savez bien, ou alors avec des mots étranges et décousus, mais avec des gestes, avec des regards, avec des comportements qui nous éclairent sur les valeurs de ce qui compte pour lui-même et de ce qui compte aussi pour nous. Ce chemin de l'assentiment qui suppose une confiance réciproque, une reconnaissance de notre propre fragilité et de nos questionnements, sans nous laisser envahir, nous y reviendrons dans l'institution, sans nous laisser envahir par nos certitudes, nos fantasmes de mort impossible, nos fantasmes de garder la vie coûte que coûte et nos dérives sécuritaires. Ce chemin de l'assentiment qui suppose une connaissance la plus fine possible des valeurs et des choix des personnes qui nous sont confiées, bien avant qu'une maladie individuelle ou épidémique ne vienne bousculer le quotidien et imposer des choix collectifs. Ce chemin, enfin, qui suppose un engagement durable pour tenter d'être au plus près, avec souplesse dans les propositions, sans envahir, sans contenir,
mais en évaluant toujours les bienfaits et les risques au regard des mêmes droits reconnus à tout citoyen dans le respect de son inaliénable dignité. Les personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer ont déjà fait ce pas de côté par les petits chemins de traverse de leur imaginaire, loin des autoroutes sécuritaires de la vie d'avant, et nous en sommes les témoins, malgré nous et aussi bien malgré eux. Quelle place alors avons-nous l'habitude de leur laisser dans les décisions qui les concernent, dans le respect de leurs droits, de leurs valeurs et de leur volonté de prendre des risques? Et si nous nous laissions interroger sur ce que cette crise sanitaire aura bouleversé en nous, autour de nous, dans notre rapport à la vie, à la fin de la vie, la mienne bien sûr, mais celle des personnes aussi qui nous sont confiées. Cela pourrait nous éviter de nous laisser envahir par la culpabilité, par l'épuisement, par le ressentiment, pour nous conforter dans le juste soin, dans l'engagement et dans la bienveillance que, je le sais, chacun des soignants de gériatrie, de psychogériatrie, qu'ils soient en domicile ou en institution, déploie chaque jour, à chaque instant, de la plus belle des manières. J'en ai été les témoins. Pour autant, après une longue vie de 40 ans de psychogériatrie institutionnelle et diverses expériences familiales, je vous en ai parlé au cœur de la maladie, je ne prétends pas nier ni minimiser la violence ni l'extrême difficulté de ce qui vient de se passer dans les EHPAD et les services à domicile, mais aussi de ce qui se passe depuis tant d'années en termes d'insuffisance de moyens, en termes de reconnaissance, en termes de perte de sens, en termes de souffrance dans les services, le tout dans un silence complice, assourdissant. L'urgence sanitaire illustrée chaque soir dans les médias par le nombre d'hospitalisations et le nombre de morts a été commentée à l'envi par de nombreux spécialistes, des épidémiologistes, des virologues, des urgentistes, auxquels s'ajoutaient les sachants, les journalistes et les hommes politiques de tous bords qui, outre leurs convictions érigées en certitude, édictaient des règles à suivre pour ce qu'ils désignaient comme guillemets nos personnes âgées, sans toutefois y avoir été tout au long de leur vie ou actuellement confrontés au quotidien. Tout cela nous a plongés dans un état de sidération bien compréhensible que le confinement est venu acter. Devant l'urgence de la situation, peu ou pas de professeurs de gériatrie ont été interrogés, peu d'éthiciens, peu de philosophes, peu de professionnels d'EHPAD ou de services à domicile, peu d'équipes mobiles de soins palliatifs. Dans l'urgence, même les morts en institution n'ont pas été comptabilisés au début, et pas seulement en France, je vous rassure. Ils le sont maintenant, mais le chiffre à domicile reste encore incomplet. Dans l'urgence, on a voulu protéger, isoler, fermer outre les EHPAD tous les accueils de jour et limiter les visites des aides à domicile, privilégier coûte que coûte la vie sur la fin de la vie. Certains soignants se sont confinés avec les résidents, d'autres sont tombés malades, d'autres enfants ont eu une peur légitime et ils n'ont pas pu concilier leur profession avec leurs exigences familiales. Mais si les services sont tenus malgré tout, au prix d'un engagement exceptionnel des équipes, qu'en sera-t-il de l'après? Vous le savez déjà. Il n'est pas lieu de débattre ici sur les bienfaits des décisions qui semblent avoir quand même maîtrisé la diffusion du virus et évité un nombre bien plus important et bien plus dramatique de décès. Il ne s'agit pas non plus de revenir sur la difficulté d'appropriation dans les équipes d'une réflexion éthique qui nécessite du temps alors qu'il y avait urgence, mais plutôt de se questionner. Et on a vu dans les services, dans les équipes, une formidable inventivité, une formidable solidarité, une formidable prise en compte non seulement de la personne malade, mais de la personne dans son environnement. Vous le savez aussi bien que moi, toutes les tablettes qui ont été distribuées, tous les messages qui ont été envoyés aux familles et réciproquement, tout ce souci de l'autre a été partagé par les soignants eux-mêmes qui ont l'habitude et qui ont cette complicité avec les personnes qu'ils soignent. Il s'agit aussi quand même à la fin de cette petite rencontre que je partage avec vous de se questionner. Comment garantir une gouvernance juste et une hospitalisation qui nous engage? Comment assumer de promouvoir des valeurs et des pratiques qui concilient l'intérêt direct de la personne
et son savoir expérientiel, l'expertise des professionnels de terrain et les enjeux d'ordre sociétal qui doivent tous être arbitrés selon des critères justes et transparents. Comment faire la place à la réflexion éthique qui est claire, qui conditionne, qui légitime son acceptation par l'ensemble des intervenants, non seulement des personnes malades, mais aussi de leurs familles et plus largement de toute une société. Est-ce que cette épidémie a eu comme résonance dans l'ensemble de notre société où l'on vient de découvrir que les plus âgés et les plus malades étaient le plus destinés à venir grossir le rang des décès que l'on nous annonce tous les jours. Étonnant quand même. Comment imposer des conditions d'exercice dignes par l'attention et la reconnaissance portées aux équipes dans ce qu'elles font chaque jour et de ce qu'elles peuvent nous dire. Cette attention portée à la concertation, à l'anticipation, aux échanges qui demandent du temps. Comment éviter enfin que la sécurité des personnes ne soit ramenée à la juste prise en compte administrative du principe de précaution et comment accepter la décision d'un seul, qu'il soit médecin coordonnateur, directeur, cadre de santé, de maintenir un confinement absolu pour tous, sans concertation avec l'ensemble de l'équipe et l'ensemble des familles et des associations de familles qui ont aussi des choses à partager. Comment accepter de limiter les visites des familles au prétexte que la personne vivant avec une maladie d'Alzheimer évoluée n'est pas prioritaire puisqu'elle perd la tête. C'est des réflexions que nous avons entendues auprès des familles ces derniers jours. Comment accepter la prise de risque qui engage, l'ouverture d'esprit à d'autres choix, à des organisations qui nous sont encore inconnues, à cette énergie qui est créatrice, qui risque d'ébranler nos certitudes, qui risque d'ébranler nos habitudes, en nous laissant interpeller sur le sens de notre mission. Comment défendre une vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes, aurait dit Paul Ricoeur. Je termine avec ces quelques mots, un peu d'espérance, avec cette fragilité humaine que nous avons tous en commun et dont nous avons fait l'expérience ces derniers jours. C'est bien l'espérance et la confiance qui met l'éthique en mouvement. Ces deux notions qui vont faire que le jour d'après sera différent. J'y crois vraiment, au moins dans nos institutions et dans l'accompagnement même à domicile des personnes vulnérables, pour autant que nous soyons capables de traverser nos peurs, nos culpabilités et nos aigreurs, de poursuivre fièrement et sans renoncement notre engagement au service de ces malades, de reconnaître l'autre, tout autre, dans son énergie créatrice comme dans sa différence, dans sa capacité à donner son avis, avec un regard d'humilité et de bienveillance. Voilà, si vous avez des questions, vous avez dû les transmettre par écrit et puis on peut peut-être prendre un petit moment pour y répondre si vous avez des choses à partager. Ou des expériences à partager aussi en dehors des questions, peut-être des moments qui ont été porteurs de réflexion et qui vont changer votre pratique au long cours. Ce qui me semble important, parce qu'il n'y a pas de question, c'est toujours la première question qui est difficile, c'est aussi d'insister sur le fait que cette confrontation avec notre propre vulnérabilité, notre propre fragilité, peut-être nous renvoie à ce qui se passe dans la tête de la personne malade et de ses proches qui, vous savez bien, vont vivre à la fois au moment de l'annonce, mais
à la première fois qu'une aide à domicile va entrer dans la maison, lorsqu'il va falloir prendre la décision d'entrer en EHPAD. C'est cet inconfort, cette incertitude, ce bouleversement qui envahit à la fois la personne malade et sa famille et qui résonne en écho avec ce qui nous a, il faut bien le dire, sidérés à l'annonce de cette pandémie, épidémie, et puis à l'annonce de ce confinement. Donc c'est au cœur de la fragilité, au cœur de la vulnérabilité que nous allons pouvoir rencontrer l'autre dans sa fragilité aussi. Je crois que c'est ce qui fait le cœur de la psychogériatrie, c'est de pouvoir rejoindre l'autre là où il est et non pas forcément là où je voudrais qu'il aille. Je vais l'amener avec moi dans un deuxième temps, mais la première chose, c'est ce que dit d'ailleurs, que ce soit Nicole Poirier au Canada, Naomi Feil, tout ce que comptent les gens qui réfléchissent sur la prise en soin globale des personnes vulnérables, fragiles, désorientées, mais qui conservent pourtant cette permanence de mémoire émotionnelle et affective dont les aides-soignantes, je dis les aides-soignantes parce que c'est elles qui les premières ont pu nous dire mais vous savez qu'il réalise qu'il attend sa fille qui va avoir un bébé ou je ne sais pas, il ne va pas mourir maintenant parce qu'il doit attendre des choses et voilà. Et souvent, moins maintenant, mais souvent on n'a pas écouté ces personnes qui étaient au plus près des plus vulnérables et qui nous disaient mais si il y a quelque chose qui passe encore, on les entend les aides-soignantes dire ils ont des éclairs de lucidité. Les personnes malades, je crois que les personnes malades n'ont pas des éclairs de lucidité, c'est nous qui en avons. Lorsque nous prenons le temps de nous arrêter et de les écouter, de nous arrêter et de partager avec eux les options thérapeutiques que nous pouvons leur proposer, ou les options de sortie, ou les options d'activité, quelles qu'elles soient, tout en validant le fait que nous sommes bien là pour prendre soin, pour faire que ce soin qu'on appelle le cœur, le care, et qui n'est pas bien sûr le fait de les guérir, mais que ces soins-là soient pris en compte. Je n'ai pas vu la dernière question qui s'affichait, je n'ai pas eu le temps de la lire. J'ai beaucoup de mal à la lire, donc voilà. J'ai un peu vu comment expliquer aux personnes, aux patients atteints de maladie d'Alzheimer, ce qui se passe. Je crois que peut-être c'est ça, mais si c'est pas ça, tant pis. Voilà. Je crois que l'idée, c'est comme je vous le disais, ils sont très bienveillants, les personnes qui ont ces pathologies-là. Une collègue disait les patients déments sont des gens gentils. Et s'ils ont des comportements troublés, c'est parce qu'ils ont peur. Donc, partager avec eux le fait qu'il nous arrive une cochonnerie, que vraiment c'est très étrange, passer par l'humour, c'est très étrange, on a des masques sur la figure et qu'on va essayer de respecter un certain nombre de choses. Alors, je crois que le confinement en chambre n'était pas forcément toujours très bien indiqué. Les personnes malades qui avaient la chance d'habiter dans des lieux de vie protégés pouvaient encore déambuler. Celles qui étaient dans des EHPAD où il y avait aussi d'autres personnes, alors à ce moment-là, on peut réfléchir dans son EHPAD. L'idée, c'est que je n'ai pas de réponse pour toutes les EHPAD, mais il faut se dire, cette personne est en capacité de percevoir mon incertitude, de percevoir que c'est pas drôle, qu'on va être obligé de s'adapter à des choses qu'on ne connaît pas et que on va essayer de faire tout ça ensemble. Je pense qu'il beaucoup dans les remontées qu'on a des établissements, les choses ne se passent pas si mal que ça. Après, peut-être que l'aide de certains traitements, pour autant qu'ils ne soient pas délétères, bien sûr, sont venus à notre secours. Mais je crois qu'on peut dire, sans expliquer les tenants et les aboutissants
du Covid-19. Mais on peut expliquer un certain nombre de choses qui nous arrivent, une épidémie. Vous savez, ces gens-là, ils ont vécu la grippe espagnole pour certains, et ils ont vécu l'épidémie de grippe des années 68-69, dont j'ai du mal à me rappeler, pourtant j'étais déjà grande, j'avais 15 ans, mais ils ont vécu ça, ils s'en rappellent. Voilà, donc on peut leur expliquer aussi des choses, y compris, on peut leur dire qu'on ne sait pas tout et qu'on ne comprend pas, mais en les assurant de notre engagement coûte que coûte. J'ai vu une question, est-ce que vous avez des articles à nous conseiller? Je vous conseillerais d'aller sur le site de l'Espace Éthique Île-de-France, qui a fait j'ai écrit des articles là-dessus entre autres, mais qui a recueilli des tas d'articles sur cette épidémie et comment est-ce qu'on réagit au cœur de l'espace éthique Île-de-France et l'espace éthique de recherche sur les maladies neuroévolutives. Donc on est en plein là-dedans. Voilà. Donc vous pouvez tout à fait aller sur cette page ça s'appelle EREMA, espace de réflexion éthique sur les maladies d'Alzheimer et neuroévolutives. EREMANE. Voilà, vous tapez. Vous aurez plein d'articles qui sont parus là-dessus. Puis, il y a eu des articles qui sont parus notamment dans Le Monde, notamment dans un certain nombre de journaux, de quotidiens. Bon, bah écoutez, je crois qu'on arrive au terme de cette rencontre. Merci beaucoup. En tout cas, merci à l'Institut Alzheimer. Merci à Volodia qui m'a coachée parce que je suis pas encore très très calée, donc qui m'a accompagnée. Merci à vous d'avoir pris le temps. Et puis, je vous donne rendez-vous. J'espère qu'on aura éventuellement l'occasion de pouvoir à nouveau se parler, se rencontrer, se voir et échanger. Et puis bon courage et puis un immense merci pour tout ce que vous faites au quotidien et au jour le jour. Sachez que vous êtes des belles personnes. Au revoir.